On continue cet après-midi avec un nouvel angle, un nouveau territoire dans cette thématique des territoires justement, les gens sans terre. Comme me le disait Jean-Pierre, l'idée est de clarifier ce terme devenu presque générique, les sans-papiers. Jean-Pierre, immigrés, réfugiés politiques, économiques, demain réfugiés climatiques, on en parlait, déclassés, clandestins ou non. Ils ne sont pas tous sans statut ou sans droit, mais c'est peut-être le déracinement qui les caractérise tous. Alors sans être hors sol, justement, je vous propose qu'on en parle avec nos experts. Alors que de nombreux dirigeants, managers, des RH comme vous s'interrogent sur comment mieux embarquer les salariés et favoriser leur engagement dans un collectif constructif, son éclairage nous sera précieux. Elle est convaincue qu'il n'y a pas de cohésion et d'unité sans diversité et interculturalité. Et elle va sans nul doute nous ouvrir les horizons et les chakras. C'est Charlotte Courtois. Merci Charlotte. Allez, merci de t'installer. Ce n'est pas un hasard s'il s'intéresse à un sujet aussi capital que le climat, quand on sait qu'il est passé par la société du célèbre producteur-animateur Emmanuel Chin, Éléphant et compagnie. Il rejoint AXA en 2021 et il pilote une école atypique et singulière qui aide les entreprises à former leurs collaborateurs et leurs collaboratrices à la transition durable. Alors au menu, il y a des contenus vidéo pédagogiques pour favoriser la prise de conscience et puis le passage aux actes, et globalement et localement dans les territoires. Donc ça nous plaît. Antoine Poincaré. Merci Antoine de nous rejoindre. Depuis plus de 10 ans, elle contribue à assurer le bon fonctionnement d'un établissement public unique et à pérenniser une grande idée, symbole du pays des droits de l'homme. Mais l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est aussi au cœur des débats actuels. À ce propos, Patrie perdue, pays d'asile, l'ouvrage qu'elle a coécrit, prend tout son sens et nous éclaire face aux raccourcis, aux idées reçues. Sophie Pegliasco. Merci Sophie d'être là. Merci de l'applaudir, elle nous rejoint. Voilà, merci. Je vais commencer avec Charlotte. On parle beaucoup d'interculturalité, de multiculturel, et c'est vrai que tu as à la fois cette appétence pour l'international, et puis sur ce côté multiculturel, c'est peut-être l'Australie de la jeunesse qui est encore dans tes veines. Peut-être un petit peu, oui. Oui, quand j'étais jeune, alors on a beaucoup déménagé pour le travail de mon père. Et parmi nos nombreux déménagements, il y a eu l'Australie. Donc j'avais entre 13 et 15 ans. Et ça a été, en anglais on appelle ça une épiphanie, une révélation, de se dire, mais en fait, il y a d'autres manières de vivre et de comprendre la vie. Et donc ça a semé la première graine pour avoir envie, après ça, de partager cet émerveillement et l'ouverture que ça peut apporter, que ça n'apporte pas systématiquement, mais que ça peut apporter à ceux qui voyagent, mais à ceux qui n'ont pas toujours la chance de voyager. Donc effectivement, l'Australie a été un point d'étape important. Alors, le Down Under, comme on dit, qui t'a inspiré sur le management interculturel, sur cette gestion de la diversité et de l'inclusion en entreprise, hein. C'est ça, exactement. Donc on est rentré d'Australie, j'avais 15 ans, j'étais en première, il fallait que je choisisse ce que j'allais faire du reste de ma vie. Parce que c'était encore un peu, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est un peu comme ça qu'on nous le présentait quand même. Et donc, quand il a fallu choisir ce que j'allais faire comme étude, tout ce que je savais, c'était que je voulais travailler en contexte multiculturel et idéalement à l'international. Et donc, effectivement, je me suis orientée vers le commerce international et particulièrement vers le management interculturel par la suite. Donc en ligne directe derrière. Voilà, et on va voir avec toi comment tu le promeus, ce caractère multiculturel, et comment avec l'ONG en particulier, tu participes de cette accélération par rapport à ces sujets, et peut-être le retard aussi dans les entreprises. On va en parler. Sophie, merci d'être là. Alors c'est une administration unique qui est chargée de l'analyse des demandes d'asile. Racontez-nous, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sues, il y a des poncifs, je le disais, il y a des idées reçues. Oui, alors c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a plus de 70 ans d'existence et qui est la seule administration en France à pouvoir examiner les demandes d'asile, c'est-à-dire les demandes de protection internationale. Donc ça ne vise que les réfugiés
Un demandeur d'asile, c'est vraiment une personne qui va demander à la France une protection, c'est-à-dire qu'elle va lui demander de le reconnaître véritablement comme un réfugié, c'est-à-dire comme une personne qui est persécutée dans son pays et qui ne peut pas obtenir une protection de ses propres autorités. Donc ça vise un public qui est très circonscrit. Ce n'est pas la même chose que... Enfin, on peut difficilement englober les réfugiés dans l'ensemble des étrangers. Il y a vraiment une spécificité. Et donc c'est donc l'OFPRA qui effectivement est compétent pour cet examen. Compétence territoriale, hein, c'est ça, hein. Compétence territoriale, effectivement, uniquement sur les territoires de la République. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Constitution française. Et donc, compétence territoriale et qu'il exerce, l'OFPRA, de manière complètement indépendante. Et ça, c'est peu connu, c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus, c'est-à-dire indépendante du pouvoir politique. Alors, c'est quand même un établissement public et il y a une réglementation européenne. Oui, c'est vrai. Depuis maintenant, ça fait de nombreuses années que l'Union européenne souhaite avoir une politique commune en matière d'asile, parce que c'est vrai que c'est un peu étonnant qu'un individu puisse obtenir l'asile dans un pays et pas dans l'autre. Alors qu'on applique une convention internationale à la base, qui est une convention onusienne, qui a été écrite juste après la Seconde Guerre mondiale, justement à cause de la Seconde Guerre mondiale, pour éviter que ça se reproduise, que les persécutions contre les juifs, contre les tziganes, contre les homosexuels se reproduisent. Et il y a à peu près 150 États dans le monde qui ont ratifié cette convention. Et c'est vrai que c'est assez, ça peut être quand même assez perturbant de se dire que les États ne vont pas appliquer de la même manière ce texte. Donc l'Union européenne essaie maintenant depuis plusieurs années de vraiment de coucher sur le papier une réglementation commune, et elle essaie de promouvoir des pratiques décisionnelles communes. Et donc le dernier acte en date, c'est le pacte sur la migration et l'asile, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été adopté par l'Union européenne en 2024. On va y revenir. Les terres d'asile, les gens sans terre, des terres qui deviennent arides, avec les climats et les conditions météo qu'on connaît. Antoine, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Une école un peu particulière qui est pilotée par AXA. L'idée, ça nous intéresse, non seulement il y a les collectivités locales, mais c'est aussi aider collaboratrices et collaborateurs. Racontez-nous la genèse de tout ça, ce qui vous a amené à rejoindre et à diriger cette école. Alors, au-delà de ce que je fais moi sur la formation, le calcul d'AXA Climate, c'est en gros de se dire que quand on est assureur, c'est-à-dire quand on arrive à la toute fin du problème et qu'on rembourse quand il y a un PET, si le risque augmente en amont, on est là un peu tard en réalité. Et en fait, on s'est rendu compte que face à quelque chose d'aussi systémique, d'aussi massif qu'un climat qui se dérègle, rester le dernier maillon pourrait pas être durable très longtemps. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des pays où les assureurs se retirent, et y compris en France sur les collectivités locales, d'un certain nombre d'activités, ce qui est à la fin abandonner la mission de l'assureur. Et donc on remonte la chaîne de valeur quelque part. Exactement. En tout cas, on se dit, est-ce qu'on peut aller tester des choses qui permettent de se dire que quand il y aura un problème, on y sera mieux préparé, on aura réduit les conséquences. Et donc, on s'est dit qu'on allait lancer pas mal de choses. On a testé. Donc, mon activité à moi, c'est de la formation. L'idée, c'est comment plus de gens comprennent qu'il y a un problème et commencent à agir. On fait aussi de l'analyse de risque pour des clients sur le climat, parce qu'en gros, vous avez deux sujets sur la transition. Un sujet de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que ça fait assez longtemps qu'on sait qu'il faut le faire et qu'on le fait trop tard et trop peu. Donc essayer de se prémunir de ça. Alors ouais, ça c'est essayer de faire en sorte que les conséquences soient le plus gérables possible. Et malheureusement, on ne prend pas collectivement, y compris en France. Il y a eu des chiffres sortis ce matin très mauvais, le bon chemin. Et puis il y avait un deuxième territoire beaucoup moins exploré qui était l'adaptation, on appelle ça, c'est-à-dire se prémunir des effets d'un climat qui se dérègle. Et on voit qu'on n'est pas prêt non plus. Combien d'entre vous ou parmi vos proches ont vu les écoles le lundi matin leur dire on ne va pas accueillir les gosses cet après-midi?
c'est des choses qu'on peut anticiper autrement que le matin même de la canicule, puisque nous disposons d'un formidable service météo. Et combien d'entreprises n'ont pas anticipé que des collaborateurs n'allaient pas venir. Enfin, voilà. Et donc ce sujet de l'adaptation au changement climatique, soit en très micro, comme je vous le dis là, soit sur des sujets plus macro, comme on mentionne, y compris demain des réfugiés climatiques, c'est ce sur quoi on essaie de travailler pour les entreprises pour qu'elles anticipent. Alors, ces sujets que vous évoquez, Antoine, ils sont terriblement territoriaux en plus. Alors ils sont très territoriaux pour au moins 2 raisons. La première, un peu bête et méchante, c'est que il n'y aura pas les mêmes problèmes de climat à Lille et à Marseille. Donc ça oblige à localiser un peu ça. Le deuxième sujet qui fait que c'est très territorial, c'est que la réduction des émissions de gaz à effet de serre était un problème, si vous me passez l'expression, un petit peu indémerdable, parce que c'est un peu un problème de dilemme du prisonnier. C'est-à-dire c'est des efforts très personnels de réduire nos émissions, dont les conséquences seront tout à fait globales. Et donc à ce titre-là, on arrive sur ces schémas un peu de pourquoi je ferais des efforts si mon voisin n'en fait pas, si le pays voisin n'en fait pas. Et donc il y avait ce problème-là sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation, au contraire, est très compatible avec notre modèle économique. Vous investissez de l'argent pour protéger votre maison en tant que particulier, votre entreprise, votre État quand vous êtes la France. Et donc, il y a un retour sur investissement au périmètre de votre quotidien. En revanche, ça ouvre une nouvelle dépendance pour les entreprises, qui est une dépendance à son territoire. On pense depuis des années dépendance à ses chaînes de valeur. Demain, j'ai un fournisseur qui me livre plus. Mais on découvre maintenant que si on a une très belle usine à Avignon et que la région fait pas ce qu'il faut pour que les routes fonctionnent quand il fait très chaud, pour que les trains fonctionnent quand il fait très chaud, pour que les écoles fonctionnent quand il fait très chaud, et ben en fait, on a un très beau site très adapté qui ne sert à rien. Parce qu'on dépend de ce territoire-là. Et donc ça ouvre cette question de la gouvernance de l'adaptation à l'échelle du territoire. 2 très grosses boîtes peuvent être tentées de dire à la collectivité, on est prêt à mettre un peu pour que l'école soit effectivement rénovée. Oui, parce que l'école, ça veut dire des citoyens qui sont des parents et qui sont des collaborateurs de l'entreprise. Et cet arbitrage-là, cette néo-gouvernance un peu territoriale, il faut la créer. Elle n'est pas facile, mais c'est le sujet sur lequel nous, on essaie de travailler en allant dans ces territoires et en disant aux gens, voilà la carte de à quoi ça ressemble Avignon et sa région dans un climat. Et voilà comment on peut faire. Et on va voir Exactement. justement comment vous procédez. On parle de diversité avec Charlotte. Il y a du retard dans la diversité. Dans la société, dans l'entreprise, dans les écoles, Ouais. un peu partout, ouais. Il y a du retard dans la diversité. Par où commencer ? On va prendre dans l'ordre. Est-ce que le sujet est abordé comme il faut déjà ? Alors en entreprise, moi j'ai une grosse frustration. Parce que c'est un sujet qui est abordé surtout dans les entreprises qui sont présentes à l'international, mais sous un angle comme si on consommait de la donnée culturelle plutôt que de réfléchir à la posture. Il y a souvent des préparations au départ pour les expats. Il y a des formations, des conférences sur comment on travaille avec les Chinois. Voilà la culture américaine, etc. Alors que la culture, ça ne s'apprend pas. Ça se vit, ça s'expérimente. Et donc moi, c'est un de mes chevaux de bataille, effectivement, c'est l'idée que, en fait, ce qu'on va venir travailler, ce sont des compétences interculturelles. Donc comment on interagit avec l'autre, comment on se positionne face à quelqu'un qui va être différent, certes, mais aussi avoir des points communs avec nous. Et donc, ces compétences, pour moi, il y a 3 compétences centrales, mais du coup que j'enseigne aussi bien devant des publics de managers d'entreprise qu'à des enfants de 8 ans. Constellatio aussi. Hein. Exactement, parce qu'effectivement, j'ai fondé une ONG qui éduque les enfants au dialogue entre les cultures également, en plus de mon travail de conférencière. Et donc, ces 3 compétences principales, ce sont d'abord la vulnérabilité, donc la capacité à déjà accepter le fait que je ne sais pas, ou que je ne maîtrise pas, ou que je ne comprends pas quelque chose, mais aussi de l'exprimer. Et ça, c'est pas facile. On a tendance à lier, exactement, on a tendance à lier la vulnérabilité avec de la fragilité, alors que réellement, c'est plutôt l'inverse. C'est une force, c'est du courage, le courage d'être authentique. Et en fait, quand on n'est pas authentique, on ne crée pas de connexion. Et donc, manager en faisant semblant, en fait, il y a un moment donné où on est découvert. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la curiosité. Donc on peut considérer que la vulnérabilité, ça va être l'élan initial. La mise en action, c'est la curiosité. Donc c'est apprendre à poser des questions et se poser des questions pour découvrir un petit peu comment chacun fonctionne. Et la troisième étape, c'est ce que moi j'appelle la décentration. Donc la capacité à sortir de son centre de lecture d'une situation pour comprendre qu'il peut y avoir plusieurs lectures différentes et que ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et un qui a tort. Pour vous donner un exemple assez clair,
C'est comme si vous avez deux personnes face à face, et il y a un 6 ou un 9 qui est écrit au sol, et il y en a un qui dit non, c'est un 6, et l'autre il dit non, c'est un 9. La décentration, c'est la capacité à observer cette image au global et voir qu'en fait, les deux ont raison depuis leur point de lecture. Donc ces 3 compétences-là, elles sont très très liées et elles sont clés. Et en fait, si on ne les a pas, on pourra apprendre tout ce qu'on veut sur la culture colombienne, elle est comme ça, la culture française, elle est comme ça, la culture chinoise, elle est comme ça. On ne sera pas meilleur en interculturel. C'est quelque part aussi un terreau d'efficacité et de performance pour l'entreprise. Ah mais totalement. Totalement. Et en fait, c'est intéressant. On a tendance à penser qu'il faut être fort, il faut montrer qu'on sait pour inspirer la confiance, alors que réellement, c'est l'inverse. C'est montrer que quand on ne sait pas, on est capable de le dire. Et donc de demander à l'autre, de demander à ses collaborateurs, attends, là, pourquoi tu as fait ça comme ça? Parce que là, je ne comprends pas bien. Et du coup, pourquoi ça a réagi comme ça, etc. C'est là qu'on crée de la confiance. C'est pas quand on fait semblant de tout savoir. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, quelqu'un qui fait semblant de tout savoir, je ne lui fais plus confiance sur rien. Et donc, effectivement, quand on sait se montrer vulnérable, quand on sait poser des questions et se poser des questions et comprendre qu'il peut y avoir des points de vue différents, c'est là qu'on va avoir de la performance et de l'efficacité, parce que sinon, ça prend plus de temps, il y a plus de coincements, de points de friction, etc. Et on met plus longtemps à atteindre ses objectifs, tout simplement. Points de vue différents, horizons différents. Ces horizons différents, avec vous, Sophie, on en parle avec un office pas comme les autres. Le premier pays de demande, c'est la France, on est d'accord ? Au sein de l'Union européenne Alors non. Hein en 2024, non, on était 4e pays d'accueil des demandeurs d'asile. L'Allemagne est numéro 1. Ouais. Et ensuite, il y a l'Italie et l'Espagne qui en reçoivent plus que nous. Alors, en 2025, là où c'est peut-être ça que vous avez dû voir, c'est qu'en 2025, effectivement, la tendance, elle bouge un peu, elle s'inverse, et c'est vrai que la France reçoit beaucoup. L'idée des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme joue. Oui. Alors oui, il joue, il ne faut peut-être pas surévaluer cet aspect-là. Il joue quand même parce que les demandeurs d'asile, c'est pas rare qu'un demandeur d'asile qui est reçu à l'OFPRA, puisque chacun est reçu à l'OFPRA pour expliquer son récit de vie, pourquoi est-ce qu'il est parti, etc. C'est pas rare qu'à la fin, on leur pose toujours la question, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas abordé. Et il y en a certains qui nous disent, moi je suis venu ici parce que c'est le pays des droits de l'homme. C'est beau ça. Oui, c'est beau, oui, c'est beau. Quel que soit le résultat au final, l'issue de la demande, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez beau. On se rend plus compte, parce que nous on vit dedans, mais on se rend plus compte qu'on est perçu ainsi à l'extérieur. Voilà, maintenant, encore une fois, il ne faut pas trop surévaluer cet impact. Il y a du sourire quand vous en parlez et de la passion, parce que c'est des gens qui risquent des persécutions, en fait. Il y a l'idée de refoulement aussi, parce que vous disiez, je fais un parallèle un peu en graissant le trait, c'est un peu comme un entretien d'embauche. Qu'est-ce que vous avez à rajouter? J'ai envie de rester dans ce pays-là, parce que c'est le pays des droits de l'homme. Oui, c'est assez, c'est souvent émouvant en fait. Évidemment, l'agent de l'État, il doit rester neutre, complètement neutre et impassible. Mais en réalité, c'est émouvant parce que c'est vraiment une rencontre avec l'autre. Ce sont des entretiens qui sont confidentiels. Donc il n'y a que l'agent de l'État. Comment ça se passe et pardon de poser cette question-là, comment on vérifie la crédibilité de la chose? Parce que ça fait partie des sujets là. Ouais. Oui. Alors, il y a plusieurs étapes, mais c'est vrai que l'étape centrale, c'est bien l'entretien avec le demandeur d'asile. C'est bien la phase orale de la procédure. Et c'est bien que tu parles de crédibilité et non pas de véracité. On est bien sur une évaluation de la crédibilité globale du récit. On ne pourra jamais vérifier l'exactitude, la vérité de telle ou telle situation individuelle. La plupart des personnes que l'on reçoit sont d'illustres anonymes. Ce ne sont pas des Navalny ou d'autres opposants politiques notoires. On en a bien sûr, mais voilà, la plupart des demandeurs d'asile sont vraiment inconnus. Ils ont pu participer à une manifestation dont jamais personne n'a parlé dans les médias. Et cette manifestation, pourtant, a été réprimée. Et c'est de là que vient tout le malheur de la personne. Donc oui, c'est ça qu'il faut vérifier. Pour ça, les agents de
de l'État qu'on appelle des officiers de protection. Hein. Ils sont formés pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont une compétence qu'on appelle une compétence géographique. Et alors là, c'est une compétence, justement, c'est tout un savoir, toute une connaissance sur la culture, sur la géopolitique, voilà, sur les territoires d'origine des réfugiés. Donc ça, il faut vraiment avoir cette connaissance-là très précise. Si vous discutez, par exemple, avec des officiers de protection qui vont traiter l'Afghanistan, ils vont pouvoir vous dire quelles sont les rues de Kaboul, à quel endroit on va trouver la mosquée, etc. Donc, c'est vraiment une compétence très, très précise, très experte. Et puis, évidemment, il faut avoir d'autres types de compétences, dont l'interculturalité. Donc, on en parlait un petit peu avec Charlotte, parce qu'il ne faut pas rater l'entretien. C'est-à-dire que certes, on peut avoir une grille de lecture aussi qui est la nôtre et qui ne correspond pas du tout à... Mais tout à fait. Et le fait de se décentrer, c'est absolument fondamental, en fait, parce qu'on est en face de cultures qui sont très, très, très différentes. Et si, encore une fois, si on ne veut pas rater l'entretien, il n'y a pas que le demandeur qui a peur de rater son entretien. L'agent de l'État a également cette peur, parce que son métier, c'est quand même d'identifier l'éventuel besoin de protection. Et il n'y en a pas dans tous les cas. On va y revenir, mais c'est vraiment passionnant et on voit vos yeux qui pétillent en parlant, Sophie, ça fait vraiment plaisir. Je voudrais, Antoine, qu'on revienne sur qu'est-ce qui est venu faire AXA. On le comprend par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire remonter cette chaîne de valeur. Et là, après, il faut faire comprendre, il faut acculturer, il y a de la pédagogie. Comment ça se passe par rapport à cette nécessité d'adaptation, hein? J'ai noté s'adapter, réduire les émissions, voilà. On a fait ça. Nous, on est une business unit, donc on avait un mandat qui était de gagner de l'argent à un moment. Donc, on n'a pas juste fait ça en se disant c'est bien, les gens en comprendront. Mais c'est noble en plus, ça nous va très bien. Hein. Voilà, on a une initiative qu'on a beaucoup regardée, nous, qui s'appelle la fresque du climat, que certains ont peut-être déjà fait, qui part de la même intention. Alors très très science. Nous, on essaie de lier ça un peu au quotidien des entreprises, qui elle l'a fait sous forme d'ONG, mais qui en l'occurrence a tellement bien marché que c'est une ONG qui a pu salarier plein de gens. Donc, pour répondre à ta question, nous, c'était aussi se rendre compte ce que les entreprises étaient prêtes à financer à un moment ou à un autre et où ils se disaient il y a un besoin. Alors, depuis, on a essayé de le faire à l'étranger. Ces idées de formation à des grands projets comme ça, c'est assez français. Moi, mon boulot d'avant, c'était la formation à la culture digitale. Donc c'était pas à maîtriser Excel, c'est quoi la culture digitale. Et en fait ça marchait très bien en France, très très mal à l'étranger. Alors l'environnement c'est un problème un peu plus massif, mais quand même, c'est-à-dire que quand un Allemand dans une entreprise me dit mais il va savoir faire quoi le gars qui aura mieux compris la crise climatique, et que je lui réponds c'est pas clair quoi, je suis pas en train de le former à l'application de la réglementation CSRD de l'Union européenne dans le cas de ta boîte. Je crois assez fondamentalement que la raison pour laquelle des entreprises, y compris allemandes, rassurez-vous, on ne se prend pas que des murs, font ça, c'est créer une espèce de terreau fertile au changement. Et ça rejoint peut-être un peu des aspects de diversité. C'est-à-dire, si vous arrivez demain et que vous dites on va arrêter ce business parce qu'il est à la cause ou très lié à la déforestation de milliers d'hectares en Amazonie, et que vous dites ça à des gens qui travaillent dans ce business, vous avez une espèce de, toute proportion gardée, phénomène de crispation qui fait un peu penser aux gilets jaunes, quoi. C'est-à-dire un texte qui vient d'en haut sur lequel j'ai zéro contexte et on nous dit boum. Et donc les gens se brusquent. Si depuis des années vous dites on a un vrai problème de déforestation et ça a telle et telle et telle conséquence et notamment ça limite notre absorption du carbone, et que là vous dites et donc désolé il faut arrêter. Donc voilà, je pense que ça sert à ça. C'est pas que de la formation qui consiste à dire je trie mieux mes déchets et je roule en voiture électrique. C'est aussi de dire les amis, on est face à un choc de civilisation en réalité. On est la première génération qui se rend compte qu'il y a des limites à la planète. Comment on décide d'arrêter de pousser les murs en permanence ? Voilà, on ne sait pas, personne n'a le logiciel. Et donc c'est préparer les esprits à ça aussi, et c'est, je pense, la raison pour laquelle on travaille avec des entreprises. Par rapport à ça, justement, et cette notion de temps que tu évoquais tout à l'heure, on en parlait encore avec Alain, le court terme, le moyen terme, le long terme, c'est une vision aussi où on planifie les choses. Ça ne se fera pas en un jour, et il y a la notion de financement, hein. Absolument. Alors, notion de temps, sachez, chers amis, que depuis hier, nous sommes plus près de 2050 que de l'an 2000.
puisque nous sommes à la moitié de l'année 2025. Donc quand vous voyez des prévisions à 2050 qui vous paraissent lointaines, et à raison, souvenez-vous à quel point l'an 2000 vous paraît lointain. Et il y a cette espèce d'ambivalence permanente, c'est-à-dire que 2050 ou 2100 nous paraît extrêmement lointain, et quand on vous dit, mais attendez, le village de Blatten, qui a été littéralement rasé de la carte par ce glacier qui a cédé, on dit, oh là là, c'est inédit, et qu'on nous rappelle qu'en 1892, le glacier de Tête-Rousse a littéralement rasé de la carte Saint-Gervais, avec plusieurs dizaines de morts. On se dit, ah ouais, bah ça va, c'est 1892, c'était il y a longtemps. Donc ça n'arrivera pas. Oui, l'échelle du temps, hein, oui, voilà, c'est ça. il y a cette espèce d'ambivalence du passé et du présent. Sur le sujet du financement, il y a un discours connu de quelqu'un qui est actuellement Premier ministre du Canada, qui s'appelle Mark Carney, qui avant ça avait été gouverneur notamment de la Banque d'Angleterre, et qui avait eu ce discours et ce concept qui s'appelait la tragédie des horizons. Et il disait, on a un problème pour dans 10, 20, 30, 40 ans, et les produits financiers qui devraient refléter ce problème et donc rendre rentable la réduction d'émissions de gaz à effet de serre ne le peuvent pas, parce que les produits financiers regardent souvent à 7, 8, 10 ans, et même si vous faites un prêt à 30 ans, en fait, il sera refinancé par plein d'acteurs en même temps. Donc oui, on a un problème d'anticipation du long terme. Très peu d'acteurs ont un intérêt, et c'est là que le politique vient jouer, je pense, tout son rôle. C'est-à-dire que l'acteur économique aujourd'hui, il est dans une espèce de dictature du court terme, et notamment l'acteur coté plus que les autres sans doute. Donc je trouve qu'il y a des pistes intéressantes à la fois du côté des entreprises familiales qui sont là depuis 100, 200, 300 ans et qui aimeraient bien passer la boîte à la génération d'après, et donc elles se demandent dans quel monde qui elles n'ont le pas font. cette logique du quarter. Hein, donc, et qui ont moins cette logique du quadrant. Alors elles l'ont aussi en réalité, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de gagner de l'argent cette année, mais peut-être moins de surréaction. Et puis l'État. Et par exemple, là-dessus, il est intéressant de voir que sur le sujet de l'adaptation, les collectivités locales sont plutôt en avance sur les entreprises. Les départements ont dû depuis longtemps soumettre des plans, notamment parce qu'un département, ça ne déménage pas. Donc ça fera avec le climat du coin, alors qu'un industriel, au pire du pire, ça déménagera son usine. Donc je pense qu'il y a des logiques comme ça d'horizon de temps différents pour des acteurs différents. Horizon de temps différent, investissement, on le voit. Il faut trouver des investissements rentables aussi après, qui est un retour sur investissement. Oui, mais... Peut-être à l'instant, t'es plus 1, t'es plus 2. Alors, d'une part, oui, et puis d'autre part, chers amis, l'État a son rôle à jouer dans ce qui est rentable ou pas rentable. Il n'est pas rentable de mettre des véhicules de sauvetage sur un bateau. Il serait bien plus rentable de libérer cet espace et de mettre plus de gens sur le bateau. Simplement, à un moment, on décide que c'est pas OK et que le risque d'avoir plus de décès en cas de problème justifie cet investissement dans ce qu'on pourrait appeler de la robustesse. Il y a un biologiste qui en a fait un bouquin qui marche assez bien, qui est de dire cette capacité de résilience. Il serait plus rentable de faire travailler les enfants en dessous de 18 ans. On a collectivement décidé que c'était pas possible parce que ça n'allait pas avec nos modèles de société. Donc on ne peut pas juste considérer que ce qui est rentable aujourd'hui et les règles du jeu actuelles sont fixes pour des siècles et des siècles. C'est quand même une illusion de notre toute-puissance qui est fascinante. Donc on va décider collectivement ce qui est rentable et ce qui est acceptable ou pas. Et là-dessus, la réglementation doit jouer son rôle. Charlotte, je reviens sur les 3 points que tu évoquais tout à l'heure. Vulnérabilité, curiosité, décentration, c'est ça. Il faut avoir une grille de lecture aussi en fonction des pays. Tu me disais en préparant notre entretien, c'est pas la même chose quand on se retrouve, je sais pas moi, en Asie du Sud-Est, dans le nord de l'Afrique. J'avais envie de réagir depuis tout à l'heure à ce que disait Antoine, parce que juste... parfaite transition, merci beaucoup. Tout ce que tu décrivais, tu vois, c'est aussi hyper lié à la culture, parce qu'effectivement, le rapport au temps est différent d'un pays à l'autre. Moi, je rêve un jour de créer une conférence autour de la culture dans le développement durable, parce que dire à un Français ou dire à un Thaïlandais « jette pas ton chewing-gum par terre parce que dans 30 ans, il sera encore là », c'est pas la même chose. Un Thaïlandais, tu lui dis ça veut rien dire pour lui dans 30 ans. Un Tahitien, tu ne peux pas lui parler du futur, il n'y a pas de futur dans la langue tahitienne. Voilà. Tu vois, donc, exactement. on est dans le moment présent. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a le rapport au collectif et à l'individuel. Il y a énormément d'éléments en fait, qui viennent impacter justement comment tu vas réagir à des choses comme ça. Donc c'est le cas sur le développement durable, c'est le cas sur l'entreprise. Et c'est le cas sur n'importe quel rapport interpersonnel. Donc je donne souvent l'exemple on parlait d'Asie du Sud-Est, de quand je menais un projet au Cambodge, à Phnom Penh, et j'intervenais dans une ONG qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, qui est dans les bidonvilles de Phnom Penh. Donc c'était hyper compliqué d'arriver jusqu'à là-bas. Donc à chaque fois, je prenais un tuk-tuk ou un motodop. Et donc je disais au chauffeur... vous savez comment aller là-bas? Parce que moi, je sais y aller, donc je peux vous l'expliquer. Il me dit oui, pas de problème. Et à chaque fois,
100 mètres plus loin, il s'arrêtait de demander son chemin à quelqu'un. Ça me rendait chèvre. Et il a fallu ça pour que je comprenne que, au Cambodge, on ne dit pas non, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien quand on habite sur place ou quand on a un projet en tant qu'entreprise sur place? C'est que ça ne sert à rien de demander à quelqu'un s'il a compris. Il vaut mieux demander de reformuler, il vaut mieux poser des questions précises, Sophie acquiesce. Mais du coup, ça m'intriguait aussi ce que tu disais, Sophie, parce que tu parles des situations de ces personnes dans leur pays d'origine, mais la notion de sécurité, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui est très subjectif en fonction de la culture dans laquelle ils évoluent, versus comment nous, on va définir ça en tant que Français. Les valeurs, c'est aussi très, très, très mouvant d'une culture à l'autre. Je suis désolée, je réoriente ta question. Non, mais génial. Sophie, réaction par rapport à ça? Parce qu'il y a cette idée de persécution, l'idée aussi d'absence de protection. Hein. Oui. Alors, dans l'idée de persécution, il y a un niveau de gravité, en fait. C'est-à-dire, une gifle, ce n'est pas une persécution. C'est clair. C'est un mauvais traitement, mais ce n'est pas une persécution. Il faut vraiment un niveau de gravité. Et c'est là-dessus où, finalement, l'échelle des valeurs, elle joue assez peu. Parce que tout le monde est capable de savoir que quelqu'un qui vous coupe un bras avec une machette, effectivement, la victime est bien victime d'une persécution. Je veux dire, c'est unanimement admis. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment cette gravité qui va faire qu'on part vraiment de la même idée, de la même conception de la persécution. Et puis, effectivement, tu as raison de le souligner, parce que sans ça, il n'y a pas d'asile. C'est une condition que l'État d'origine du demandeur ne puisse pas offrir une protection. Ce n'est que pour ça que la France peut se substituer et offrir sa propre protection. Tu as le côté oppresseur, et tu fais bien le distinguo, mais c'est un peu le même combat, et laxisme des pays. Hein. Quand tu as une dictature qui oppresse, il faut avoir, tu le disais, une grille de lecture, j'allais dire, sociétale des pays, et puis grille de lecture aussi géopolitique. Hein, on revient à ce que disait Alain tout à l'heure. Tout à fait, et pas de relativisme. C'est-à-dire, il faut surtout se préserver, de se dire, finalement, chez nous... on ne fait pas travailler les enfants, pour reprendre l'exemple d'Antoine, mais enfin, quand même, au Bangladesh, c'est tellement courant que l'on peut... Mais en fait, non. Pardon, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Une maman qui viendrait avec son enfant en nous disant « je veux soustraire mon enfant de 10 ans à du travail forcé », c'est une persécution. C'est une persécution en France, et c'est aussi une persécution au Bangladesh, quand bien même c'est monnaie courante. Et tu retrouves une forme d'universalisme des conséquences climatiques aussi. C'est-à-dire, je veux bien que le Thaïlandais n'entende pas le message de prévention de la même manière. En attendant, la montée des eaux et l'augmentation des vagues de chaleur aura des conséquences là-bas aussi, quel que soit ce qu'on fait. Donc, c'est toutes les migrations climatiques dont parlait Alain tout à l'heure. Exactement. Le message à destination pour arriver à l'objectif. L'objectif reste le même, mais la manière dont tu vas le présenter et engager les gens, mais que ce soit effectivement sur un objectif de ne pas jeter son chewing-gum par terre, entre guillemets, ou un objectif de, j'en sais rien, monter un projet au Bangladesh ou, j'en sais rien, au Kazakhstan avec des équipes diverses, c'est l'objectif est le même. Maintenant, comment on fait pour que chacun ait envie d'arriver à cet objectif Tu disais par rapport à ça, justement, créer le dialogue, raconter des histoires aussi, l'altérité. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Parce que c'est des clés intéressantes. Alors, les histoires, pour moi, c'est assez central dans ma vie, dans ce que je fais. Alors là, on a donné les deux grandes lignes de ma carrière, mais je suis également podcasteuse, j'écris également des livres pour enfants, etc. Comment s'appelle le podcast? Ça s'appelle Surprise interculturelle, et donc tout ce que je fais, clairement, est sur l'interculturel. Okay. Et ce podcast combine un format solo, court, anecdote. Donc je raconte des anecdotes issues de mes voyages où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'autres pays, que je viens décortiquer pour donner des clés concrètes sur comment on peut anticiper, comprendre et s'adapter aux différences culturelles. Donc j'utilise les histoires pour en tirer des enseignements et des clés opérationnelles. Et j'ai un format interview où là, pour le coup, je propose soit des profils business, pas mal d'expats, RH, DG, etc., ou des profils plus grand public, des artistes, de partager leurs propres anecdotes. Parce qu'en fait,
Donc moi, j'ai fait mon mémoire en école de commerce sur l'utilisation de la narration pour sensibiliser les managers en entreprise à l'importance de gérer cette diversité culturelle. C'est pas juste... Histoire vécue comme ça, Voilà. et qu'on partage. Des histoires aussi, ouais, Antoine, je te vois réagir. C'est un peu ce que vous faites avec des modules, des vidéos, pour oui, justement faire passer les messages en oui, entreprise. c'est très gentil, mais c'était pas spécialement pour parler de ce que je fais, mais j'ai une histoire d'histoire qui te plaira. En 2005, vous vous souvenez, il y a eu ce gros tsunami en Thaïlande, et il y a une assez grosse île dont le nom m'échappe à l'instant, mais qui est à côté de Bornéo, où il y a eu très très peu de morts. Alors les chiffres étant pas très fiables, on hésite entre 1, 3 et 5, mais vous voyez, à l'échelle d'une très grosse île, c'est peu. Et la raison pour laquelle ça a eu lieu, c'est qu'il y a eu, un siècle avant, un tsunami que tout le monde avait oublié. Et dans cette île qui avait été particulièrement touchée, les gens n'avaient pas oublié ça, et ils avaient inventé un mot qui est smog, et le smog était ce retrait de la mer qui est un signe avant-coureur du tsunami qui arrive. Et c'était enseigné dans les histoires pour enfants. C'était un mot qui n'existait que dans le dialecte de cette île-là. Et donc tout le monde le savait, parce que dans les comptines, parce que dans les trucs qu'on se racontait autour du feu, il y avait quand l'eau se retire, eh ben, on se retire aussi et on se protège. Et ça a sauvé une quantité de gens dans ce pays, enfin sur cette île, absolument incroyable. L'Indonésie en a fait tout un truc. Ce mot est du coup rentré dans le dialecte de la langue, dans la langue principale du pays, et l'a honoré comme un truc qu'on garde et qu'on peut espérer qu'en 2105, on se souviendra encore qu'en 2005, le trauma avait fait que. Mais donc ouais, il y a dans cette force de narration, sur l'aspect protection, il y a dans cette force de la narration des choses qui sont parfois plus fortes effectivement qu'un message de prévention d'un État. La narration, tu l'as fait à travers des vidéos, je disais. Comment tu fais passer les messages en entreprise avec cette école? Moi, je suis d'une génération c'est pas sorcier, donc je suis allé chercher toutes mes références d'enfance, et puis comme on m'a donné un peu d'argent pour le réaliser, je l'ai fait. Jamie n'était pas dispo, on a pris le suivant, car sachez qu'il existe une émission moins connue malheureusement, mais qui s'appelle C'est toujours pas sorcier sur France 4, qui a pris le relais, donc on a pris le Jamie de cette génération-là. Et ouais, on essaye de faire en sorte que les vidéos soient le plus sympa à suivre, mais enfin ceux d'entre vous qui ont fait de la formation en entreprise savent qu'on y va parfois un peu avec des pieds de plomb, donc on fait en sorte que ce soit sympa, mais c'est pas parce que c'est sympa et rigolo à suivre et dans les codes de ce qu'on peut attendre aujourd'hui du média que c'est cadeau. Donc il y a encore beaucoup d'explications à faire dans les entreprises de pourquoi devenir meilleur sur les sujets climatiques est utile pour les gens dans leur carrière et dans la conduite de leur emploi. Tu voulais réagir, Charlotte, pour terminer, peut-être? Ouais, juste un petit mot à nouveau sur la narration. En fait, ce qui est intéressant sur les histoires, mais les histoires au sens large, les histoires, c'est aussi bien des anecdotes que des rumeurs, que du jeu vidéo, que du théâtre, etc. C'est qu'en fait, on vient détourner les barrières défensives. C'est-à-dire que la personne, elle va apprendre de l'expérience de quelqu'un d'autre. Son cerveau, il l'enregistre comme si ça lui était arrivé. Alors que quand on vient dire à quelqu'un, il faut faire ci, il faut pas faire ça, en fait, ça reste pas. On se sent imposé. Et l'intérêt de la narration, c'est ça, et c'est de venir en fait dépasser ces barrières défensives. Et ça, on l'utilise depuis la nuit des temps, que ce soit les griots africains, les livres religieux, la Bible jusqu'à nouvel ordre. À part les 10 commandements, c'est plutôt des histoires. Donc voilà, donc ça permet en fait de toucher, ça permet de toucher les gens et qu'ils intègrent en fait cet apprentissage comme si c'était eux qui l'avaient vécu. Une diversité qui nécessite aussi d'être managée, hein. Une diversité en général, tu veux dire oui, tout à fait. Et alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que les formes vont peut-être être différentes, mais les histoires existent dans toutes les cultures. On va terminer avec Sophie. Par rapport à l'actualité, Sophie, on parle beaucoup d'externalisation du droit d'asile avec des pays, j'allais dire, moins regardants. Comment est-ce qu'un office comme le tien, et comment on réagit par rapport à ça? À l'heure actuelle, vu le cadre juridique français, ce ne serait pas possible. Voilà. Ça, c'est vraiment très important à avoir en tête. Le droit d'asile, c'est vraiment un droit constitutionnel. La Constitution, c'est vraiment la norme suprême de la France. Une loi ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution. Donc, une personne qui vient demander l'asile sur le territoire français, elle doit pouvoir voir sa demande examinée. Ce n'est pas possible de dire non, nous, on n'en veut pas. Allez le demander ailleurs. On a passé un contrat, un engagement avec tel pays. Lui, il va examiner votre demande. Ce n'est pas possible, en fait. Il faudrait une révision de la Constitution pour faire ça. C'est possible, ça, hein, mais c'est pour vous dire que vraiment, ce droit, il est consubstantiel, en fait, à la République française. Et les tentatives qui ont eu lieu, notamment au Royaume-Uni avec le Rwanda, d'une manière un peu différente, l'Italie avec l'Albanie, mais c'est un peu différent. Ceci étant dit, à chaque fois, ça a été contré par le juge.
le juge britannique ou le juge romain en l'occurrence. Voilà, donc pour l'instant, on n'y est pas encore à l'externalisation du droit d'asile et il y aurait vraiment du chemin à faire pour y arriver, mais surtout, c'est même pas ça qui est important, c'est ce qu'on veut y arriver en fait. Voilà. Parce que ça veut dire quand même beaucoup de choses pour nous, en tant que société, que de refuser d'examiner une demande d'asile. Qu'est-ce qui fait, ça sera le mot de la fin, que tu es toujours aussi passionné par ces sujets-là? On sent il y a une fierté, il y a... Oui, non, mais fierté, je ne sais pas si c'est le mot, mais l'asile, ça nous montre déjà quelle chance on a, déjà, d'être en France. Parce qu'on râle beaucoup en France, mais on a quand même une sacrée chance d'avoir un État démocratique, un État de droit, même si quelquefois c'est contesté. Mais c'est une vraie chance. Et c'est vrai qu'entendre toutes ces histoires individuelles de personnes qui, encore une fois, que ce soit de vrais réfugiés ou pas, on n'accorde pas l'asile à tout le monde, loin de là. Mais peu importe, ce sont des personnes qui ont décidé à un moment donné de quitter leur pays, de braver quand même tous les dangers. Le chemin de l'exil, c'est atroce, vraiment. Sans entrer dans les détails, on vit aussi des persécutions sur le chemin de l'exil. Et donc, ce sont des personnes ensuite qui viennent comme ça, là, un peu seules, quoi, nous exposer leur récit. Et effectivement, humainement, c'est touchant. Voilà, derrière cet acronyme, il y a de l'humanité. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Charlotte. Merci, Antoine. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous, avec votre engagement et votre passion.